africaines, africains, amis de l'Afrique des libertés en tout continent et de toutes couleurs, vous qui êtes en Europe, en Amérique, en Asie et bien sûr en Afrique, vous qui êtes dans les îles des océans, eh bien, Atlantique et Indien, soyez les bienvenus ici, sous toutes les latitudes. J'ai choisi ce soir de vous entretenir d'un seul sujet. Un mécanisme extrêmement subtil que j'ai observé du nord au sud et qui consiste en la confiscation du pouvoir d'État dans plusieurs pays de ce monde par ce que j'appelle la stratégie de l'exclusion en amont des processus dits électoraux, des processus dits démocratiques. Les stratégies d'exclusion en amont. Retenez bien cette expression, l'exclusion en amont. C'est-à-dire l'exclusion avant l'événement. Avant même que la soi-disant élection ait lieu, on procède à un écrémage, à une élimination, à une exclusion. Ce qui détermine sur tapis vert, avant même qu'on arrive sur le tapis rouge de la confrontation dite électorale, le résultat est fixé d'avance. C'est un phénomène qui est en train de s'imposer actuellement dans la plupart des pays africains, notamment issus du processus colonial et néocolonial français. L'exclusion anticipée, l'exclusion en amont des peuples et des oppositions par les satrapies, par les dictatures. Et je voudrais vous parler, vous décrire ce phénomène. Je pense d'une manière que vous n'avez pas forcément soupçonné. Le phénomène de l'exclusion en amont. Ce phénomène qu'on observe notamment dans des pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Gabon, le Togo. Ces phénomènes qu'on a observés même au Sénégal, parce que la crise sénégalaise est venue d'une stratégie d'exclusion en amont. Ce phénomène qu'on observe dans plusieurs pays africains, contrairement aux apparences, n'est pas un phénomène uniquement africain. Et voilà pourquoi la description que je vais vous en donner ce soir, je pense qu'elle va apporter du grain au moulin de votre réflexion. Parce que si on regarde ce phénomène simplement du point de vue africain, il y a des choses qui vont nous échapper. Donc voici comment je vais expliquer ce phénomène. D'abord, mettons à partir des années 90, après la chute du mur de Berlin, en 1989, on a imposé à travers les médias occidentaux, qui étaient les médias dominants du monde, l'idée que la forme d'organisation politique que la planète tout entière devait adopter, c'est la démocratie représentative libérale occidentale. C'est-à-dire le système qui veut que le pouvoir politique se légitime à travers des élections, des institutions qui reçoivent mandat des populations pour gouverner pendant un temps limité avant que le mandat soit remis en jeu dans de nouvelles élections. Tout ceci est encadré par la fameuse règle du jeu des sociétés dites démocratiques qu'on appelle la Constitution. C'est une idée qu'on a voulu présenter comme étant la science politique absolue dans le monde entier. On a voulu présenter cette idée-là comme étant vraiment indépassable. On a voulu dire que personne ne pouvait penser la politique mieux que cela. C'est quoi faire de la politique? C'est rentrer dans une compétition dite démocratique, c'est-à-dire où plusieurs formations politiques concourent devant la population, des citoyens. Les citoyens choisissent entre des projets, des personnalités, auxquels ils accordent un mandat de 5 ans, renouvelable, de 7 ans, renouvelable, par le même mécanisme, le mécanisme électoral. On a voulu dire que si ce modèle de constitution du pouvoir était adopté en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien, la Terre, là, toute la Terre entière serait pacifiée. Je me souviens qu'étudiants à l'époque à l'université de Yaoundé, nous fûmes fascinés par l'hypothèse incroyable d'un essayiste et philosophe américain appelé Francis Fukuyama. Fukuyama, au début des années 90, fin 80, a écrit un livre intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Dans ce livre, il expliquait que l'humanité tout entière, Fukuyama est un philosophe et penseur politique américain d'origine japonaise, comme vous l'entendez par son nom,
Fukuyama disait que la forme ultime de l'organisation politique, c'est la démocratie libérale occidentale. C'est-à-dire le système politique globalement qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve relativement en Angleterre, qu'on trouve en France, bref, en Europe occidentale. Sa démonstration dans ce livre consistait à dire que l'humanité qui arrive au système démocratique et électoral représentatif a fini son développement. Il ne peut pas y avoir de nouvelles phases, de meilleures phases d'organisation de l'ordre politique que cette fameuse démocratie représentative d'essence occidentale, inspirée des Grecs, dans une certaine mesure des Romains, reprise par les Anglais, réadaptée sur le continent par les pays de l'Union européenne, les États-Unis, et leur dominion à travers le monde, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc Fukuyama disait que l'histoire politique de l'humanité était arrêtée et que tous les autres peuples n'avaient plus désormais qu'à remplir la case de la démocratisation. Un peu comme on a voulu faire croire à un moment donné que tous les peuples devaient remplir la case de la mondialisation, c'est-à-dire à rentrer dans le système du capital. Emprunter de l'argent à la Banque mondiale, emprunter de l'argent au FMI, emprunter de l'argent auprès du club de Paris, du club de Londres, du club de Tokyo, du club de ceci, et puis tout va très bien se passer. Eh bien, au début des années 90, fin 80, il y avait cette idée-là qu'on pouvait uniformiser politiquement toute la planète. Donc, en fait, la mode, c'était cette chose-là qu'on appelle la démocratie. C'est sur ces entrefaites qu'un certain dirigeant français appelé François Mitterrand, en juin 1990, délivre un discours qui devait s'avérer l'une des plus grandes filouteries de l'histoire politique franco-africaine et même mondiale. Le fameux discours de la Bolle de juin 90, dans lequel il dit que désormais, l'aide au développement des pays africains sera conditionnée par leur adhésion au modèle de la démocratie pluraliste occidentale. Il serait long ici de vous expliquer que la même puissance française avait encouragé les pays issus de son processus colonial, les anciens territoires sous tutelle française, à pratiquer le parti unique, au motif que cela permettait de combattre le tribalisme. Ne voilà-t-il pas que la même puissance est bien arrivée en Afrique par la bouche de Mitterrand, qui avait participé à l'élimination de plusieurs leaders panafricanistes, révolutionnaires, indépendantistes, dont Thomas Sankara au Burkina Faso. Voilà que le même Sankara, le même François Mitterrand, pardon, vient cette fois-ci délivrer à la Bolle en France un discours qui dit « la démocratie ou rien ». Vous allez mettre en place un système de compétition pluraliste. Celui qui gagne l'élection gouverne. Les autres passent dans la minorité, passent dans l'opposition, comme nous le faisons en France, comme on le fait en Allemagne, comme on le fait aux États-Unis, comme on le fait, je ne sais pas, en Autriche, comme on le fait en Belgique. Bref, vous allez nous imiter. Ok. Mais le problème, c'est qu'avec le recul du temps, on s'est rendu compte que le retour de ce thème démocratique s'est accompagné avec la fragilisation des sociétés africaines. Parce qu'en fait, le multipartisme dans les années 90 a été interprété par les Africains comme le multi-ethnicisme. C'est-à-dire que les Africains ont été poussés à s'approprier les partis politiques comme étant des regroupements ethniques à l'intérieur de la nation. Très rapidement, on a veillé à cristalliser les partis politiques par rapport à la région et par rapport à la religion. Dans tous les pays africains, chaque grande ethnie avait son parti politique de référence. Et cela, non seulement avait été voulu par les Occidentaux, anciennes puissances coloniales, mais cela avait été enseigné aux meilleurs élèves des Occidentaux, qui étaient issus de l'école coloniale, que pour gouverner ces sociétés qui étaient en ébullition, il fallait diviser pour mieux régner. Je prends le laboratoire camerounais. Dans les années 90, on a des partis politiques donc, qui sont de nouveau autorisés à fonctionner. Je me rends compte à cette époque que le régime va tout faire pour que l'UPC, Union des populations du Cameroun, qui avait été un parti de libération nationale, transversal vraiment à toutes les régions et reconnu même sur le plan continental et mondial, le pouvoir va tout faire pour isoler autant que possible l'UPC en pays Bassa. À l'époque apparaît un parti politique dirigé par des militants, par un leader originaire du Nord-Ouest. Il s'appelle Ni John Frundi, le SDF. Le régime va tout faire pour essayer de faire du SDF, Social Democratic Front,
le Front social-démocrate du Cameroun, ils vont tout faire pour en faire un parti des anglophones. Ils vont acculer le SDF dans la zone anglophone. Et on passera y compris par le refus de leur victoire électorale hors de cette zone. Va apparaître dans la même époque, vont apparaître des partis comme l'UNDP, qui est un détachement de l'ancien parti au pouvoir UNC et même du RDPC. On va tout faire pour que ce parti-là, l'UNDP, ce soit un parti littéralement bloqué dans le nord, et notamment dans ce nord à l'intérieur de la région Peul, de l'ethnie Peul du nord. On va tout faire pour que l'essentiel des militants de l'UNDP, ce soit des Peuls du nord du Cameroun, de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. On va susciter, on va encourager d'autres partis dans le nord, partis de non-Peul, hein, comme le MDR d'Akole Daïsala. On va tout faire pour que ce soit des partis surtout de non-Peul. On va procéder de la même façon. On va susciter un schisme de l'UNDP. L'UNDP, par exemple, était faite de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, qui s'appelait Samuel Ebois, originaire du Mungo. Et il y avait également, là, bien sûr, Belou Boba Maïgari, originaire de la Damawa. On va tout faire pour que les deux se séparent. Il va y avoir le MDP, un parti sous le contrôle de Samuel Ebois et qui va être isolé dans le Mungo, qui va être présenté comme le parti d'Embo, etc. C'est tout le pays qui vole en éclats. Le multipartisme devient le multiethnicisme. Et c'est cette méthode qui est employée jusqu'aujourd'hui. Quand il y a un parti d'opposition qui émerge, le régime de mon pays natal, le Cameroun, fait tout pour le contenir de gré ou de force dans une région. Par exemple, c'est comme cela que, aujourd'hui, le MRC du président Kamto est contraint par les stratégies du régime à être présenté et à être perçu dans l'opinion comme un parti de l'Ouest, un parti dont la majorité des militants sont des Bamileke. On fait tout pour que ce soit cela. On fait tout pour que l'UPC apparaisse comme un parti où la dominante sont les Bassa. On fait tout pour que l'UNDP continue à apparaître comme un parti à dominante Peul. On fait tout et on contraint. Et on chasse les dirigeants légitimes quand il le faut. Si cette tendance n'est pas respectée. On impose des fausses directions à la tête des partis qui risquent de s'émanciper de la zone ethnique où on les a mis. On permet uniquement aux partis au pouvoir d'avoir une apparence de parti national. Donc, dans ces conditions, la compétition électorale, elle est biaisée. Ce n'est pas une compétition démocratique, c'est une compétition ethnocratique. En prenant seulement le laboratoire camerounais, je me suis rendu compte que, en fait, cette manipulation, cette acclimatation de la démocratie comme étant la concurrence des partis ethniques, mais c'est la destruction même, non seulement de l'unité nationale, c'est la destruction de la souveraineté populaire, c'est la destruction de la capacité du peuple à agir comme peuple, c'est même la destruction même de l'idée de démocratie telle qu'ils ont tenté de l'enseigner dans la théorie démocratique qu'on trouve dans les ouvrages de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, ou même simplement en dernière date de John Rawls ou de Karl Popper. C'est tout le contraire de la démocratie telle qu'ils l'ont idéalisée dans la théorie occidentale. C'est tout le contraire qui est pratiqué en Afrique. En fait, c'est un régime qui est tout simplement une mystification tropicale. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est une parodie démocratique. Et les gens sortent et sont éduqués à choisir des élites issues de leur groupe ethnique, de leur région, peu importe le programme politique, que ces élites-là promeuvent, peu importe le parcours qu'elles ont pu avoir, les gens sont poussés à le faire. Une fois que les gens se mettent donc à choisir de soutenir le leader de leur région ethnique, par définition, on leur impose les défaites électorales. Elles sont décrétées par l'administration territoriale, elles sont décrétées par l'organe électoral à la solde du pouvoir, lequel peut ainsi se reproduire ad vitam aeternam, puisque seul le parti au pouvoir conserve, grâce à son privilège administratif, une allure de parti national. L'analyse que je fais là, concernant le Cameroun, vous pouvez l'appliquer au Togo, vous pouvez l'appliquer à la Côte d'Ivoire, vous pouvez l'appliquer au Sénégal, vous pouvez l'appliquer au Bénin, vous pouvez l'appliquer au Tchad, vous pouvez l'appliquer au Gabon, vous pouvez l'appliquer à la Guinée équatoriale, vous pouvez l'appliquer au Congo-Brazzaville, vous pouvez l'appliquer au Congo-Kinshasa, et vous verrez que, en fait, partout où est revenue cette histoire de multipartisme, ce qui a été détruit, c'est l'unité nationale, y compris dans la conscience des gens. Les gens ont recommencé à se définir comme étant de tel village, de telle tribu, et accessoirement de la nation. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir démocratie. Parce que de toutes les façons, même si le candidat qui est déclaré vainqueur a la majorité des voix,
cette majorité des voix est souvent constituée de gens qui lui sont proches, en quelque sorte par la région, par l'ethnie ou par la religion, et les autres n'ont aucune raison de l'accepter comme leur chef. Voilà pourquoi, partout à travers l'Afrique, l'application de ce modèle démocratique s'est accompagnée de crises préélectorales, de crises électorales et de crises post-électorales. Mais parce qu'en fait, le modèle est venu tordre la réalité. Le modèle est venu endiabler l'Afrique. L'Afrique a été endiablée par cette affaire. La mystification de la démocratie en ethnocratie. La mystification du pluralisme démocratique en pluralisme ethnocratique. Mais la deuxième chose qui, moi, m'a marqué et qui m'amène à vous parler de ce phénomène ce soir, c'est que j'ai observé, avec le recul du temps, les pays occidentaux où on prétend que la démocratie est installée. Et je me suis rendu compte que même dans ces pays occidentaux, la démocratie n'est pas une évidence. Regardez toutes les crises électorales américaines de ces 20 dernières années. Depuis le duel entre Al Gore et Bush. Prenez simplement les duels qui se sont succédés aux États-Unis à propos du résultat des élections. Depuis Al Gore contre Bush jusqu'à Donald Trump contre Biden. Donald Trump contre Hillary Clinton. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce qu'on observe très clairement, c'est la perte de crédibilité du système démocratique américain? Le monde entier a pu voir le peuple américain entrer avec des bâtons dans le Sénat parce que ce peuple avait perdu toute confiance dans les institutions. Oui ou non? On a assisté, il y a à peine 2 ou 3 ans, à une tentative de coup d'État en Allemagne. En Allemagne, République fédérale d'Allemagne, qui est présentée depuis 1949 comme une démocratie modèle. Oui ou non? On assiste à la crise des régimes démocratiques de tout l'Occident, avec la montée en puissance des extrêmes droites qui menacent de mettre fin à la démocratie. Mieux. Mais il y a un phénomène incroyable dans les démocraties occidentales, c'est que, en fait, les élites politiques sont imposées par les médias et par les sondages, avant les élections. Moi, ici en France, j'ai vu la fabrication de M. Macron comme candidat présidentiel. Emmanuel Macron, quand il devient ministre de l'économie de François Hollande, il ne représente rien. De toute façon, il n'a pas eu de carrière politique. C'est quelqu'un qui n'a pas été conseiller municipal, c'est quelqu'un qui n'a pas été député, c'est quelqu'un qui n'a même jamais véritablement assumé des fonctions dans un parti politique en tant que tel. Mais comment Emmanuel Macron est-il devenu candidat à l'élection présidentielle? Par la presse et par les sondages. Par la presse et par les sondages. C'est-à-dire que la presse et les sondages, pas seulement en France, vous pouvez le constater en Grande-Bretagne, vous pouvez le constater aux États-Unis, vous pouvez le constater en Allemagne, vous pouvez le constater au Canada, en Italie. Dans tous les pays occidentaux, la presse et les sondages fabriquent des hommes et des femmes politiques. De manière artificielle, les imposent à l'opinion. Et se mettent même à dire à l'opinion qu'ils sont populaires du point de vue de l'opinion, aux grandes dames de l'opinion elles-mêmes. C'est-à-dire que certains jours, je m'asseyais comme ça, et j'ouvrais ma télé ici à la maison, et je voyais qu'on disait que M. Macron est apprécié par 70% des Français. Et je me demandais, où est-ce qu'on a pu trouver ces 70%? Oh, pour 80% des Français, l'élection présidentielle va opposer M. Macron et Mme Le Pen. Astaghfirullah. Mais comment ils ont fait? Quel type d'études scientifiques ils font pour penser que c'est ce qui doit arriver? Avec le temps, je me suis rendu compte que la plupart des instituts de sondage sont sous l'influence des grands propriétaires de médias et des grands lobbies politiques, et qu'en fait, ces instituts, ils fabriquent une réalité à laquelle ils nous font croire. Beaucoup de ces instituts ne sont pas crédibles. Ils mentent. Ils mentent. Une bonne partie de la classe politique occidentale que vous voyez a été fabriquée par les mensonges des instituts de sondage, les mensonges des grands médias. Ce sont des personnages artificiels. On ne peut pas comprendre qu'un ministre obscur de l'économie supplante le président en exercice qui devrait se présenter à la candidature pour son 2e mandat s'il n'y a pas là des lobbies énormes, lobby de la presse, lobby de la finance, lobby des sondages, pour positionner l'individu parce qu'il représente des intérêts compatibles avec leur plan. En observant donc la classe politique européenne, je me suis rendu compte qu'elle est presque toute issue. C'est une fabrication des médias et des sondages. C'est-à-dire que les médias et les sondages ici en Europe, mais ils annoncent le résultat de l'élection avant l'élection. Ils font l'élection avant l'élection.
Je vous invite à bien noter ce que je vous dis. Les médias et les sondages, en Occident politique en général, sont passés maîtres dans l'art de faire l'élection avant qu'elle ait lieu. Ils font l'élection. Mais ce sont donc les propriétaires des médias, ce sont donc ceux qui contrôlent les instituts de sondage qui fabriquent l'élite politique. Vous comprenez? Ce qui veut dire que, en fait, le processus électoral en Occident, il est biaisé d'avance. Il est biaisé parce que ce processus n'empêche pas ceux qui détiennent les grands médias, ceux qui contrôlent les instituts de sondage, de s'imposer au détriment de ceux qui ne détiennent pas les grands médias, qui ne contrôlent pas les instituts de sondage, qui n'ont pas des spin doctors, qui n'ont pas des privilèges sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas des couvertures sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de grands milliardaires derrière eux qui font des donations faramineuses pour préparer leur campagne. Vous comprenez? Mais l'argument que je suis en train de vous donner consiste à dire ceci. En fait, les démocraties occidentales sont faites de majorités largement constituées de manière artificielle par les moyens de la propagande, par les moyens de la manipulation de masse, par les masses médias et par les sondages. Voilà ce qu'il en est de la crise de la démocratie en Occident. Et il y a quelques chercheurs qui ont vu cela. Des gens comme Pierre Rosanvallon, comme Pierre Manant, ont fait des travaux pour dire qu'en fait, en Occident, là, le peuple de démocratie est introuvable. Mais j'ajoute quelque chose sur l'Occident. Quand j'ai bien observé l'Occident, je me suis rendu compte que l'Occident a toujours 12 monarchies. Il y a toujours 12 rois en Occident, des gens qui n'ont pas été élus et qui sont honorés par tous les dirigeants élus d'Occident. L'Angleterre a un roi, le Royaume-Uni, la Belgique a un roi, le Luxembourg a un roi, Monaco a un roi, un prince, la Norvège a un roi, la Suède a un roi, le Danemark a un roi, l'Espagne a un roi. Vous vous rendez compte? Le Portugal a un roi, si je ne m'abuse. Le Liechtenstein a un roi. Est-ce que vous comprenez ça? Le Danemark a un roi. Est-ce que vous vous rendez compte? Ceux-là même qui ont présenté la démocratie comme le modèle absolu et ultime de l'organisation sociale humaine, se sont offerts 12 monarchies constitutionnelles qui sont là, avec des rois qui ne sont pas élus et qui sont chefs d'État. Le roi Charles d'Angleterre, le roi Charles est le chef de l'État du Royaume-Uni. Il est le chef de l'État. Il n'est pas élu. Et c'est le cas de 12 monarchies ici en Europe. Vous comprenez? 12. Et ces monarchies font largement partie, pour la plupart d'entre elles, de l'Union européenne. Elles font partie de l'Union européenne. L'Union européenne qui fait la police de la démocratie en Afrique, qui conditionne ses crédits aux avancées démocratiques, à la transparence électorale, etc. Vous comprenez? Enfin, une troisième chose que j'ai découverte en observant le phénomène démocratique occidental, c'est que ce phénomène n'est pas à l'abri des fraudes électorales. Mais les crises électorales américaines sont liées à la fraude. Mais qu'est-ce qui nous dit? Que les autres régimes occidentaux, là, où des personnages sans épaisseur politique, des personnages sans vision politique véritable, des personnages sans densité morale, sont devenus des chefs d'État. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas eu de fraude électorale? Comment nous, qui sommes citoyens en Europe ici, pouvons être sûrs que ceux qui nous dirigent là n'ont pas bénéficié de fraudes électorales? Parce qu'en fait, il y avait une espèce de naïveté chez les Occidentaux, naïveté envers la fraude. La fraude, c'est fait pour les républiques bananières d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. La fraude, eh bien, selon le préjugé dominant l'Occident, ce n'est plus quelque chose pour l'occidental. Il y aurait comme une prédisposition naturelle de l'occidental à ne pas tricher aux élections. On a cru cela. Jusqu'à se rendre compte qu'en France, il y a eu des fraudes électorales. À Montpellier, par exemple, on a attrapé des gars qui cachaient les bulletins, des gens qui cachaient les bulletins de vote dans les chaussettes. Le gang des chaussettes à Montpellier. On s'est rendu compte qu'il y a eu des fraudes électorales en France. Sous la Ve République. On s'est rendu compte qu'en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, ça fraudait encore. Donc en fait, les démocraties occidentales, telles qu'elles nous ont été présentées en Afrique dans les années 90, ne correspondent pas à la réalité. Ce sont des démocraties en crise, ce ne sont pas des démocraties complètes, ce sont des semi-démocraties, et parfois ce sont des pseudo-démocraties. Une expérience qui a montré les limites de l'expérience démocratique occidentale, c'est la pratique des référendums d'adhésion au traité de Maastricht.
Ici en France, moi j'étais déjà citoyen français en 2005, lorsqu'il nous a été demandé de voter par référendum pour la continuation de l'adhésion de la France au processus de l'Union européenne, au traité de Maastricht ou pas. Les Français, en majorité, ont voté non. Ont demandé l'arrêt de cette adhésion. Parce qu'ils voyaient comment toute la souveraineté de la France allait se retrouver entre les mains d'une oligarchie, d'une bureaucratie européenne, sans ancrage sur les territoires. Eh bien, est-ce que vous savez ce qui s'est fait? Les dirigeants français de droite et de gauche qui se sont succédés à la présidence de la République française ont choisi de passer outre la volonté du peuple français et ont poursuivi l'adhésion à l'Union européenne. Donc, en fait, il faut que les Africains sachent que la démocratie dont on nous a tambouriné les oreilles, notamment depuis les années 90, comme étant le sacré, le super modèle, l'extraordinaire modèle indiscutable de l'ordre politique, cette démocratie n'est pas respectée par les soi-disant grands démocrates occidentaux. Ce sont les premiers à la piétiner. Ce sont les premiers à s'en arranger. Et si vous prenez alors les scandales liés au financement, eh bien, des campagnes et des carrières politiques ici, c'est terrible. Regardez l'histoire du scandale de Sarkozy, tout l'argent qu'il a pris en Libye pour financer sa carrière politique. Vous pensez qu'il est le seul? Le président Macron est encore couvert par son immunité présidentielle. Mais quand il sera plus président, il sera poursuivi pour le financement de sa campagne présidentielle. Parce qu'il y a eu des sommes extraordinaires qui ont été amassées à cette occasion. Le scandale est à toutes les portes des démocraties occidentales qu'on a voulu nous présenter comme des entités sacro-saintes, pures, vraiment sans tâche, et qui devraient servir de modèle à la terre tout entière. Quand on fait donc un bilan interne de la démocratie occidentale, on se rend compte qu'elle ne peut pas se prévaloir du droit d'enseigner la morale au monde. Parce que si on ajoute le fait que ces démocraties occidentales ont été les plus grandes exportatrices des pires guerres que la terre ait jamais connues. D'ailleurs, donnons la parole à quelqu'un qui en a parlé. Quels sont les pays, quel est le continent qui a produit la plus grande barbarie et la plus grande sauvagerie dans le monde? C'est le continent, c'est la zone politique dite de l'Occident, politique ou démocratique, qui est à l'origine des plus grandes barbaries dans le monde. Et qui le dit? Mais un grand acteur barbare de cet Occident. Donnons-lui la parole. Je vais vous dire une chose. Oui, monsieur Sarkozy, allez-y. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, Ouais. c'est l'Europe. Voilà. Et je vais vous dire autre chose. Voilà. C'est pas au Moyen-Âge, Oui. c'est au XXe siècle. Voilà. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Comment on peut enseigner la démocratie C'est en Europe qu'on s'est battu. au monde entier avec ça? Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Oui. Puisqu'on a oublié la Bosnie. La Libye. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Oui, monsieur Sarkozy. Et d'ailleurs, l'une des conséquences, c'est que vous êtes, il est requis 7 ans contre vous, vous avez un bracelet électronique pour avoir volé l'argent de la Libye, l'argent de l'Afrique, pour financer votre campagne politique et avoir participé à l'assassinat de Muammar el-Kadhafi pour le remercier. Bon, écoutez. Donc, en fait, le bilan de l'expérience démocratique occidentale, ce n'est pas un bilan lumineux. Ce n'est pas un bilan brillant. Un homme ou une femme politique occidentaux qui connaissent très bien l'histoire politique de l'Occident ne peuvent pas se faire professeur de démocratie dans le monde. Parce qu'il faudrait qu'ils expliquent comment on a produit les 2 grandes guerres mondiales avec ces soi-disant démocraties, comment on a produit la colonisation, toute sa barbarie, les exportations, les exterminations coloniales, le pillage de tous les continents du monde avec cette soi-disant tradition démocratique. Enfin, il faudrait expliquer comment c'est possible qu'il y ait 12 monarchies en Europe, alors que l'Europe se veut professeur de démocratie de la Terre. Bon, donc classons ça. Qu'est-ce que je tire de cette première partie de mon analyse? J'en tire ceci que, ce que j'observe ici en Europe, ce que j'observe aux États-Unis, c'est qu'en fait les élites ont tendance, pour conserver le pouvoir, à organiser l'exclusion de leurs rivales. Le pouvoir politique étant un enjeu, non seulement de gloire personnelle, mais un enjeu économique, un enjeu géostratégique, les élites, une fois qu'elles s'installent au pouvoir, mais ça c'est une tendance humaine universelle, auront tendance à empêcher que d'autres élites les remplacent. Donc l'élite de pouvoir a tendance à vouloir se reproduire. Donc elle a tendance à créer des mécanismes qui rendent compliqué l'accès au pouvoir pour d'autres élites. Ça c'est un fait. Et le fait que l'Occident ait une tradition démocratique ne fait pas exception à cela. L'alternance n'a jamais été une chose facile. Ceux qui sont au pouvoir font toujours tout pour compliquer l'accès au pouvoir de ceux qui n'y sont pas.
la vie des opposants politiques, que ce soit en Occident ou hors de l'Occident, n'est donc jamais facile, puisque le principe d'alternance qui est écrit dans les textes des constitutions démocratiques n'est pas un principe qui est spontanément respecté. D'accord? Ici, en tout cas en Europe, en Occident, on a voulu gagner désormais les élections à travers les sondages et à travers les médias. La plupart des dirigeants occidentaux que vous voyez là ont commencé par gagner les élections dans les sondages, par gagner les élections grâce aux médias, grâce aux cabinets de lobbying, grâce au financement des milliardaires. Ils avaient déjà gagné l'élection avant même que les citoyens n'aillent aux urnes. Donc, il y a l'habitude de gagner l'élection avant l'élection. C'est une habitude ancrée dans la pratique politique de l'Occident, qui, en quelque sorte, se veut professeur de politique pour ces anciens territoires coloniaux ou territoires sous tutelle d'Afrique. Maintenant, entrons dans la deuxième partie de mon raisonnement, et qui est l'essentiel de mon propos ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique autour des élections? Les dictateurs africains qui observent le monde, qui réfléchissent à la meilleure façon de conserver le pouvoir, se sont rendus compte que la conservation du pouvoir est difficile lorsque leurs opposants les plus importants ont la possibilité de compétir avec eux lors de l'élection. Parce qu'il y a un phénomène qui s'est reproduit un peu partout en Afrique. Lorsque les opposants les plus importants de chaque pays ont participé aux élections, ce sont les crises électorales et les crises post-électorales. Quel que soit le pays que vous prenez, partout où on n'a pas empêché les principaux opposants de participer à l'élection, comme le pouvoir va truquer, comme le pouvoir va voler, comme le pouvoir va mentir sur le résultat, bien souvent ça donne une guerre électorale, une guerre post-électorale. Une crise électorale, une crise post-électorale. Et les crises électorales, les crises post-électorales ne fragilisent pas simplement le continent, elles fragilisent les pouvoirs qui y perdent énormément de leur légitimité et qui ont par la suite du mal à se retrouver sur leurs pieds. Alors, des dictateurs comme Ouattara, comme Macky Sall, des dictateurs comme, Paul Biya au Cameroun, Sassou Nguesso au Congo, des autocrates comme Faure Gnassingbé au Togo, comme Patrice Talon, au Bénin, ils ont profondément réfléchi à ce problème. Et ils se sont dit, la meilleure façon de faire pour éviter d'affronter les opposants les plus importants lors des crises électorales, c'est de les exclure avant l'élection. C'est de faire que l'élection soit réservée au pouvoir et à des opposants battus d'avance. Je recommence pour que vous notiez bien. Je recommence pour que vous notiez bien la méthode qu'ils ont choisi d'adopter. Ils se sont rendus compte que quand ils laissent les opposants et leur parti aller jusqu'à se présenter à l'élection, c'est difficile vraiment de justifier la tricherie. Ça donne toujours une crise. Il y a des manifestations, il y a des répressions, il y a des emprisonnements, il y a des interventions internationales, il y a Amnesty qui écrit des communiqués, il y a Human Rights Watch qui dénonce. Il y a vraiment, le régime perd beaucoup de son image. Alors, ils ont décidé, en s'inspirant de leurs maîtres occidentaux, leurs maîtres néocoloniaux et impérialistes, ils ont décidé de procéder à un filtrage en amont. D'abord, en durcissant la loi sur les nationalités, pour exclure une bonne partie des diasporas qui sont souvent opposés au régime au pouvoir. Ils ont fait ça. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont créé des conditionnalités supplémentaires pour être éligibles aux élections, notamment présidentielles. Vous allez remarquer que c'est ce que Talon a fait. C'est ce que Talon a fait au Bénin. C'est ce que Faure Gnassingbé a fait au Togo. C'est ce que Macky Sall avait fait au Sénégal. C'est ce que Biya a fait au Cameroun. Oui, ils ont multiplié, ils ont corsé la loi sur les conditions d'éligibilité, en conditionnant notamment l'éligibilité à la présidence de la République à la détention d'un certain nombre de postes électifs à l'intérieur de l'appareil politique. Or, tous ces dictateurs ont veillé à ce que leurs opposants les plus importants, dans toute la mesure du possible, ne possèdent pas la représentation nationale nécessaire à la crédibilisation de leur candidature. Ne possèdent pas les parrainages nécessaires à la crédibilisation de leur candidature. Ils y ont veillé. Donc, en fait, ils ont créé un bouchon en aval du processus électoral. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au lieu de laisser que la confrontation avec leurs opposants ait lieu à l'élection, ils ont décidé d'abord de créer des conditions qui fassent que l'opposant principal
un opposant majeur ne soit même pas candidat. Ça donne la situation qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, qui est candidat à l'élection présidentielle, n'est ni dans la liste électorale, ni acceptable comme éligible. Parce qu'on sait que s'il faut affronter Gbagbo en octobre, ça va être difficile de dire qu'on l'a battu. S'il faut affronter Guillaume Soro en octobre, dans les urnes de la Côte d'Ivoire, ça va être difficile de dire qu'on l'a battu. Qui plus est, si on a Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, dès le premier tour, face à Ouattara, ou à un candidat de Ouattara, c'est sûr que l'opposition va être première. Donc, la stratégie d'Alassane Ouattara, c'est d'exclure par anticipation, c'est ce que j'appelle l'exclusion en amont, d'exclure ceux qui peuvent le battre. Mais c'est cette stratégie qu'utilise Talon. Il a foutu en prison tous ceux qui peuvent le battre. Jusqu'à un certain point, je demande à avoir plus de renseignements, ça m'étonnerait pas que même en République centrafricaine, là, cette histoire où on accuse l'ancien Premier ministre Dondra d'avoir tenté d'empoisonner le président Touadéra, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un montage des équipes de Touadéra pour empêcher Dondra d'être candidat en Centrafrique. Parce que c'est des histoires qui se ressemblent beaucoup. Regardez le montage que Patrice Talon a fabriqué au Bénin pour mettre ses principaux opposants en difficulté ou en prison. Il a attrapé son meilleur ami, Olivier Boko, qui voulait être candidat. Il a foutu en prison. Il lui a mis un coup d'état sur le dos. Regardez la méthode de Ouattara pour empêcher Guillaume Soro dans les listes électorales ou d'être candidat. Il lui fout un coup d'état sur le dos, condamnation en perpétuité. Cette méthode-là, c'est telle que Biya est en train d'utiliser au Cameroun. Et on a beau prévenir les Camerounais que c'est ce que Biya va faire cette fois-ci. Parce que Paul Biya a fait une analyse de ce qui s'est passé en 2018. Son principal opposant, en 2018, le professeur Maurice Kamto, est allé à l'élection et à l'issue de l'élection a voulu prouver sa victoire. Ce qui a provoqué une véritable crise électorale et post-électorale. Biya en a tiré une leçon. Il a changé la loi électorale en y mettant des conditions qui visent expressément Maurice Kamto et sans doute d'autres candidats qui peuvent le mettre en difficulté. Le but étant d'utiliser cette loi-là pour dire qu'il n'est pas éligible. Et maintenant, l'idée qu'il n'est pas éligible a été répétée par 2 ministres du régime qui disent le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, n'est pas éligible. Il y a 2 ministres du RDPC, de Paul Biya, qui l'ont dit. Atangandji, qui est ministre de l'administration territoriale, et le ministre délégué à la justice, Momo Jean de Dieu, qui lui a publié sous le pseudonyme de Faux Zaketompouk sa démonstration que Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Mais si vous regardez beaucoup d'autres pays, vous allez vous rendre compte que dans presque tous les autres pays, et c'est ce que Macky Sall avait essayé. Macky Sall ne voulait pas que Sonko soit candidat. Il a tout fait pour que Sonko ne soit pas candidat. C'est ce qu'on appelle l'exclusion en amont. L'exclusion en amont. Donc cette méthode-là que j'ai observée ici en Occident, l'exclusion en amont en Occident, elle se fait par les sondages, elle se fait par les médias qui sélectionnent les candidats et les imposent à l'opinion. En Afrique, elle se fait par la manipulation de la loi. On crée un système de parrainage pas possible, inatteignable pour les opposants politiques, et ainsi, par définition, on les exclut de l'élection, et on ne laisse que ceux qui ne vont pas se plaindre, ceux qui vont accepter qu'ils ont perdu, et qui vont accepter éventuellement un partage des miettes du pouvoir. Voilà le phénomène que je vais vous décrire. Il faut que tout le monde, écoutant cette conférence, se rende compte que, en Afrique, les dictateurs ont décidé de régler le problème des élections, non plus par la fraude proclamée à la télé après le vote, mais par l'exclusion par anticipation, non seulement d'une partie des électeurs, mais d'une partie des éligibles, d'une partie des candidats. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit qu'un pays comme le Cameroun, ou même un pays comme la Côte d'Ivoire, ne peut pas être libéré par les résultats qui seront proclamés par l'institution électorale. Parce que l'institution électorale étant à la botte du pouvoir, l'institution électorale ne donnera jamais un résultat qui soit favorable à l'opposition, même si c'est le cas dans les urnes. Quand on a pris acte que c'est l'exclusion en amont qui est pratiquée désormais en Afrique, et en imitation d'ailleurs des maîtres occidentaux de ces dictateurs, mais il faut aussi engager l'idée suivante. Si l'exclusion est pratiquée en amont, ça veut dire que la mobilisation doit avoir lieu quand? En amont. Tous les éléments de l'exclusion sont là. Alors pour nous, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est très clair.
Guillaume Kibafori Soro n'est pas dans la liste électorale. On ne veut pas qu'il soit éligible. Laurent Gbagbo n'est pas dans la liste électorale. On ne veut pas qu'il soit éligible. Mais comment on va obtenir qu'il soit dans la liste électorale ou qu'il soit éligible? Mais c'est par la mobilisation populaire. C'est par la lutte populaire. D'accord? On ne va pas attendre octobre 2025 pour engager la lutte pour libérer la Côte d'Ivoire de sa capture par Alassane Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire n'aura jamais, par une baguette magique, une inclusion subite de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo en octobre, s'il n'a pas lutté à partir de maintenant pour mettre fin à l'injustice. Mais c'est pareil au Cameroun. Mon pays natal. On nous envoie 2 Gugus, et pas des moindres, à Tangandji, dire l'élection d'octobre, là, elle sera réservée à notre président et puis à quelques opposants de paille. Vous là, vous ne serez pas dedans. Vous ne serez pas dedans. On dit ça, il n'y a pas de mobilisation. Mais vous pensez que c'est quand on va présenter la liste des candidats en octobre que vous allez vous mobiliser? C'est la raison pour laquelle j'ai dit que dans ces pays-là, où on voit bien que c'est l'exclusion en amont des citoyens et des opposants qui est la règle, mais il faut une mobilisation en amont. Il faut engager la bataille pour libérer ces pays. Parce que de toutes les façons, il n'y aura pas de miracle en octobre. Hein. Au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, c'est en octobre 2025, l'élection présidentielle. Mais si les peuples ivoiriens et camerounais attendent octobre 2025 pour en découdre avec l'exclusion, il sera trop tard. Dans le cas du Cameroun, je l'ai expliqué, il sera trop tard parce qu'à ce moment-là, l'exclusion sera combattue, chacun pour le candidat qui a été exclu, s'il est exclu. Alors que, maintenant qu'on voit très bien que le système électoral, dans tous ces pays-là, est un système injuste, une mobilisation populaire monstre est de nature à rééquilibrer le rapport de force en faveur du peuple et même à permettre l'organisation de véritables élections. Donc, je voudrais conclure la deuxième partie de mon propos. L'exclusion en amont, avant les dates des élections, que nous avons observé par la méthode des sondages et la méthode de l'influence des lobbies médiatiques en Europe, en Amérique, cette exclusion en amont-là, elle est pratiquée en Afrique par la manipulation de la loi électorale, la manipulation de la liste électorale, la manipulation des éligibilités et, en quelque sorte, par l'élimination des adversités, avant même la confrontation. C'est-à-dire qu'en Afrique, eh bien, France africaine, en Afrique issue du processus colonial et néocolonial français, les élections sont jouées d'avance. Ici, en Occident, elles sont jouées d'avance à travers la manipulation des médias, la manipulation des sondages. Et plus tard, on verra qu'il y a eu même manipulation des résultats. Parce qu'il y a des gens qui sont présidents ici, honnêtement, quand vous regardez l'état du pays, vous vous demandez comment ils ont pu avoir une majorité. Même au deuxième tour. Vous vous demandez comment c'est possible. Je suis convaincu que, avec le temps, va éclater une série de scandales sur les résultats des élections ici en Occident. Même ici en France. L'avenir va révéler des scandales inouïs sur les questions électorales. Mais en attendant, on constate que ce qui est pratiqué en Occident, c'est majoritairement l'exclusion à travers les mécanismes de sondage et à travers les grands médias qui fabriquent des candidats artificiels. Alors qu'en Afrique, on écrit carrément une loi qui fait que l'opposition ne peut pas gagner. On constitue une commission électorale qui fait que tout le monde voit que l'opposition ne peut pas gagner dans ces conditions. On met en place un système de répression qui fait que tout le monde voit que l'opposition ne peut pas gagner dans ces conditions. Et le problème que nous avons en Afrique, c'est que désormais nous avons les moyens de comparer, de comprendre ce qui se passe. Mais nous n'avons pas encore atteint un niveau de réactivité suffisant. Celui qu'ont atteint les pays de l'AES. Le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien, entre autres, nous ont montré que des peuples peuvent anticiper sur la dégénérescence de leur système politique et obtenir des transitions pour refonder, réorganiser leur système politique. C'est cette leçon que toute la France africaine doit prendre. C'est cette leçon que les pays anciennement territoires coloniaux, anciennement territoires sous tutelle du colonialisme, du néocolonialisme français doivent tirer. Il nous faut anticiper les luttes. Il nous faut les commencer très tôt. C'est ce que je voulais montrer. Parce que l'exclusion en amont, nous en avons toutes les preuves. Et j'ai pris ici 2 pays phares. Le Cameroun, mon pays natal, et la Côte d'Ivoire.
Voilà, l'exclusion est déjà actée. Non seulement l'exclusion des peuples, leur point de vue ne comptera pas en octobre 2025, mais l'exclusion même des voix qui pourraient, en quelque sorte, représenter les intérêts populaires, cette exclusion est devenue la règle. C'est ce mécanisme-là qui bloque le Togo, c'est ce mécanisme-là qui bloque le Congo, c'est ce mécanisme-là qui bloque le Bénin, c'est ce mécanisme qui a failli brûler complètement le Sénégal. C'est le même mécanisme, l'exclusion en amont. Et c'est de cela que je voulais franchement vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez compris la nécessité de ce que j'ai appelé dans ma théorie politique en situation, le plan B. On doit engager les mobilisations le plus tôt possible dans tous les pays où les dictateurs ont donné tous les signes de l'exclusion en amont. Il ne faut pas attendre. On ne doit pas attendre. Alors, il y a des gens qui disent, mais comment on le fait? Mais d'abord, il faudrait d'abord qu'on tombe d'accord sur l'analyse. Il y a des gens qui demandent comment on doit le faire, mais ils ne sont pas d'accord avec l'analyse. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur l'analyse. Si on est d'accord sur l'analyse, eh bien, à ce moment-là, nous sommes nombreux à appeler à la mobilisation. Faites-moi une analyse alors pour montrer comment. Alors qu'a priori, vous êtes exclus des élections, vous allez utiliser les élections pour mobiliser la population. Faites-moi une analyse pour montrer comment, alors qu'a priori, vous êtes déjà exclus des élections, vous allez utiliser ces élections-là pour mobiliser la population, les élections dans lesquelles on va dire que vous n'avez pas rempli les critères pour être candidat. Comment à ce moment vous allez dire, on m'a exclu, alors mobilisez-vous. Alors qu'on vous a déjà dit, vous êtes exclu. Au Cameroun, c'est affiché. Ils ont convoqué l'un des conseillers du président Kamto pour lui dire, doyen Abel Djonga, un sous-préfet lui a dit, un ministre a dit, votre candidat va être exclu. Et c'est le discours officiel. Votre candidat va être exclu. Bon, quand vous le savez là, comment pouvez-vous maintenir l'idée que c'est par les élections que vous allez obtenir l'alternance? En Côte d'Ivoire, c'est la même situation. Là-bas même, l'exclusion a déjà eu lieu. Les listes électorales sont sorties. Le nom de notre candidat, de nos candidats, n'est pas dedans. Quand tu n'es pas électeur, tu ne peux pas être éligible. Vous pensez que les Ivoiriens vont attendre octobre 2025 pour récupérer leur souveraineté qu'Alassane Ouattara est en train de voler là? Non. Voilà pourquoi Génération Un Peuple Solidaire a appelé à la mobilisation d'un front uni de l'opposition pour obliger Alassane Ouattara à reculer et obtenir l'organisation d'une véritable consultation électorale dans le pays. C'est ça l'urgence en Côte d'Ivoire. La lutte doit commencer là. Ce n'est pas en octobre 2025. Bon, je m'étonne qu'au Cameroun, on pense qu'il faille attendre une déclaration tardive du régime Biya en octobre 2025, excluant tel ou tel, et à ce moment-là, on se mobilise. Qui croit que ce soit dans ces conditions que ce peuple se mobilise? Il ne faut pas que la mobilisation se fasse pour la candidature de quelqu'un. Il faut qu'elle se fasse pour l'organisation d'une compétition politique équitable entre toutes les filles et les fils de la nation. Donc une mobilisation pour l'inclusion politique. Ça peut ratisser le peuple. Mais pour que nous y allions, il faut d'abord être convaincu du diagnostic. Êtes-vous, oui ou non, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Congo, est-ce que vous êtes bien convaincu qu'il y a bel et bien exclusion anticipée, exclusion en amont? Si vous en êtes convaincu, alors vous serez d'accord avec moi que seule une mobilisation anticipée peut briser les mécanismes de l'exclusion anticipée. Seule une mobilisation anticipée peut briser la stratégie de l'exclusion anticipée. Et c'est ce que moi j'ai voulu montrer dans mon intervention ce soir. Ça fait bientôt 1 heure que je parlais. Je vous remercie de votre écoute. C'est l'argument que je voulais vous inviter à méditer. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.